une partie des policiers. En même temps, comme le disait Joseph Touvenel, ils doivent pouvoir s'appuyer sur des effectifs. C'est là où c'est très compliqué à gérer. De toute façon, lorsque vous êtes directeur de la police nationale ou lorsque vous êtes préfet de police de Paris, votre objectif, c'est d'assurer la sécurité. Pour assurer la sécurité, il vaut mieux avoir le plus d'effectifs possible. Seulement, les déclarations du DGPN et de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, sont inacceptables. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que le problème, ce n'est pas les arrêts maladie. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont en situation de maladie. Donc, en l'occurrence, des policiers. Lorsque vous avez 10 000 policiers qui démissionnent par an et qui effectuent ce qu'on appelle les départs volontaires, lorsque vous avez, comme l'a rappelé monsieur Bartosetti, plusieurs suicides par an. Lorsque vous avez une profession qui est à bout de souffle, une profession qui a été surutilisée depuis les attentats de 2015. On parle de Charlie Hebdo, on parle des attentats du 13 novembre 2015, l'attentat de 2016. On parle de la manifestation de Nuit debout à l'époque de Manuel Valls, celle contre les réformes d'Emmanuel Macron, que ce soit l'ordonnance travail, la réforme des retraites, les gilets jaunes, la deuxième réforme des retraites et dernièrement la crise sanitaire. Vous avez un effectif qui est à bout. Et le problème, c'est pas uniquement qu'ils font des arrêts maladie uniquement pour protester, c'est parce que s'ils font des arrêts maladie, c'est qu'ils exerçaient leur fonction uniquement par souci de vocation. Or, lorsque vous perdez la vocation, est-ce que vous êtes capable d'aller au-delà de votre arrêt maladie pour continuer à aller travailler lorsque votre profession est en crise de mal-être et en quête de sens, notamment sur des problèmes matériels et immatériels. Matériel parce que lorsque vous êtes policier, vous avez un effectif, vous avez un équipement qui est en dessous de tout, des commissariats qui ne sont pas renouvelés, des effectifs notamment de voitures qui ne sont pas encore arrivés à bout. Gérald Darmanin a essayé d'aider notamment sur l'investissement, mais ce n'est pas assez parce qu'il faut rattraper des années de sous-dotation, que les salaires sont très faibles, que les conditions de travail sont de plus en plus compliquées dans la mesure où lorsque vous effectuez votre travail tous les jours, vous allez le matin, vous risquez soit de vous faire renverser par une voiture qui refuse d'obtempérer, soit éventuellement, si vous perdez votre travail, si par cas vous tirez, dans ce cas, votre famille est en situation compliquée. Dans ce cas-là, vos enfants également sont en situation compliquée. On est comme une situation où c'est la seule profession où les enfants ne peuvent pas dire quelle est la profession de leurs parents, leur père ou leur mère, en disant s'ils sont policiers, ben, ils se font attaquer dans la rue. Et enfin, il y a un autre point, c'est la question immatérielle. C'est est-ce que lorsque vous êtes policier, votre objectif, qui est celle de servir l'État, celle de protéger nos concitoyens, est assuré alors que les chiffres de crimes et délits est en augmentation, même si par cas c'est à limiter avec les chiffres de juillet. Mais que lorsque vous attrapez un criminel, la justice ne fait pas son travail et n'effectue pas les peines que vous concernez. Donc vous avez un problème de quête de sens. Et si par cas le préfet de police et le DGPN veulent faire en sorte que les policiers retrouvent le chemin, celle de la vocation, celle du terrain pour protéger nos concitoyens, ben il faut non pas les sanctionner parce qu'ils font des arrêts maladie, mais justement y répondre sur le fond, que ce soit sur le plan matériel et immatériel. Justement, pour illustrer au malaise profond que ressentent les policiers. Il y a à peu près 3 points où il peut leur répondre. Le premier, c'est de répondre à leur demande, donc la demande des syndicats. Mais ce serait supposer que les syndicats aient la main sur tous les policiers. Or, ce qu'on voit sur le mouvement plutôt des arrêts maladie, c'est que c'est un mouvement de la base qui part de WhatsApp, qui part de Telegram et qui est un mouvement spontané de la base, comme ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, comme ce qui s'est passé à la SNCF. Donc, c'est plutôt les propres policiers du terrain qui ont décidé de manifester. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'y répondre, ce sera un bon mouvement, ce sera un bon signal, ce serait de dire que Darmanin est à l'écoute des policiers, mais ça ne permettrait pas de régler le problème de fond. Si je peux me permettre, plus de 80% des policiers sont syndiqués. Oui, c'est totalement atypique en France, plus de 80%. C'est le taux le plus fort dans les fonctions. C'est le taux le plus fort, mais pour l'instant, les informations qu'on a, c'est que sur le mouvement des arrêts maladie, ce n'est pas le mouvement lancé par les syndicats, mais c'est le mouvement plutôt lancé par la base. L'autre point où ça peut être intéressant, c'est de pouvoir s'il peut répondre au sujet qui est la question matérielle. C'est ce qui peut donner davantage de moyens en termes humains, en termes de recrutement et en termes de moyens matériels, d'équipement, etc. Sur la question des recrutements, de toute façon, on essaye de recruter beaucoup de personnes. La difficulté, c'est que plus personne ne veut exercer la fonction, mais j'arriverai plus tard. Et ensuite, après, sur l'augmentation de salaire, etc., on sait que le budget de l'État est à l'os, que les fonds publics sont en situation compliquée. On atteint un record de dépenses publiques par habitant. On atteint un record de dette publique par habitant. Donc, je ne sais pas si on a encore des leviers nécessaires. Dans la mesure, on a fait une réforme économique pour lever 12 milliards d'euros avec des conséquences économiques et sociales qu'on connaît. Le dernier point, éventuellement, et la question que vous posez, c'est est-ce que Darmanin peut y répondre, c'est la question de la quête de sens. C'est-à-dire que les policiers se lèvent les matins, ils refusent leurs congés payés, ils refusent leurs congés, ils refusent leur journée de repos, notamment lors des émeutes, notamment sur la réforme des retraites. Des policiers ils ont été rappelés, notamment parce que sur la question de la quête de sens, parce que leur métier est un métier où ils sont dédiés aux autres. C'est un métier de service public, c'est un métier où ils se font un sacrifice d'eux-mêmes pour œuvrer au bien commun. Mais sur cette question-là, si vous voulez les motiver, si vous voulez faire aller en sorte qu'ils soient sur le travail, au travail tout le temps, il faut les motiver sur la question de la politique que vous menez. Or, la politique qui est menée depuis l'élection d'Emmanuel Macron, voire même l'élection de François Hollande, c'est est-ce qu'elle est assez répressive? Est-ce qu'elle va assez dans le sens des policiers pour pouvoir assurer l'ordre, la sécurité et la fermeté dans notre pays? Lorsque vous avez différents mouvements, vous avez une augmentation globalement depuis 10 ans de la montée de la délinquance, de la criminalité, que vous avez des États parallèles, vous avez des États de non-droit en France, que vous avez un trafic de drogue qui n'a jamais été aussi important et que vous
avez trop souvent, et le dernier problème est celui-ci, que la politique pénale n'est pas la suite de la politique régalienne du ministère de l'Intérieur, ça pose un véritable problème. Si par cas vous voulez aider Gérald Darmanin, ça commencerait par changer Dupond-Moretti ou un Mohamed qui change de politique. Vos parlementaires sont au vert selon le ministère de l'Intérieur. Pourtant, évidemment, on a tous en tête ces images d'extrême violence lors des émeutes. Est-ce que ce sont deux choses donc à dissocier complètement ? Les émeutes, tout dépend. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de plaintes et beaucoup de choses qui ont été constatées? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point sur les émeutes, c'est que les émeutes ont causé des dégâts, notamment en termes de matériel, en termes de destruction, de bibliothèques, de commissariats et de bâtiments de services publics. Mais il n'y a pas eu forcément d'attaque de biens et de personnes, si ce n'est la haine anti-policiers, parce qu'ils sont attaqués davantage à des représentants de l'État qu'à des personnels de normaux, donc comme vous et moi, et des citoyens tout à fait normaux. Donc ça peut conduire notamment à une baisse de plaintes dans la mesure où les Français ordinaires n'ont pas été touchés, même s'il y a eu des Français qui ont été touchés, notamment dans leur pavillon. Ensuite, après, sur les chiffres de sécurité que vous posez, c'est très limité, en fait, ce que disent ces chiffres, parce que c'est un chiffre en comparaison lissé par rapport aux 3 derniers mois. Donc tout dépend de la situation qui était déjà extrêment criminogène. Des zooms un peu. Qui sont des zooms. Notamment, on regarde que les chiffres de 2022 et de 2023 sont en constante augmentation. Et ce que dit le ministère de l'Intérieur aussi dans ses statistiques et dans ses chiffres, c'est que 2022 était déjà supérieur à 2021 et 2021 était en très forte tendance haussière, malheureusement, d'une hausse qu'on constatait déjà avant la crise sanitaire. Donc vous voyez que si vous zoomez sur une décennie entière, vous voyez qu'il y a une augmentation, une explosion de la criminalité et de la délinquance. Et moi, ce n'est pas la seule chose qui me marque dans cette hausse des chiffres, c'est que les actes deviennent beaucoup plus radicaux. Alors qu'avant, vous aviez uniquement des altercations verbales où lorsque vous aviez un différend, on échangeait et puis les gens s'insultaient. Et puis ça ne conduisait pas forcément à un dépôt de plainte. Mais par contre, maintenant, vous pouvez être tué pour un regard, vous pouvez être agressé parce que vous demandez à quelqu'un de faire moins de bruit le soir, notamment comme Philippe dans le Nord, comme Enzo qui a été tué à 15 ans. Notamment, ce sont des actes qui sont beaucoup plus radicaux et beaucoup plus violents. Donc au-delà des chiffres, il y a la radicalité et l'intensité des actes. C'est comme les émeutes. Ça a peut-être duré moins longtemps, mais au final, c'est beaucoup plus intensif et beaucoup plus violent que ce qu'on a connu en 2005. Responsabilité. Elle parle du fait que la maire de Paris fait du bricolage en matière de sécurité. Voilà, depuis l'élection d'Anne Hidalgo, la délinquance n'a cessé d'augmenter à Paris et rien n'a été fait pour que cette évolution négative de la sécurité, qui était déjà amorcée avant son arrivée, ne soit enrayée. Est-ce que réellement, William T., on peut reprocher à Anne Hidalgo la question sécuritaire à Paris ? Oui, moi je vais expliquer pourquoi. Lorsque vous regardez les chiffres au niveau France, vous voyez que la délinquance explose, mais beaucoup plus vite dans certaines villes qu'on va citer. Lille, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes et Rennes. Je crois avoir un point commun dans les villes que vous citez. Évidemment, il y a un point commun à toutes ces villes, c'est qu'elles sont dirigées soit par des socialistes, soit par les écologistes. Et tout simplement, il y a une question de politique. C'est-à-dire qu'on pense qu'à Paris, lorsque vous êtes touriste, vous pensez que c'est Emily in Paris. Oui. Et normalement, quand vous arrivez, vous rencontrez non pas Notre-Dame de Paris, mais vous rencontrez Notre-Dame de Paris, qui s'appelle Anne Hidalgo. Et je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes Anne Hidalgo et la politique de ses voisins, des autres maires, vous pensez que vous pouvez lutter contre l'insécurité sans police municipale, parce que c'est quelqu'un qui avait dit en 2016, la police municipale ne sert à rien, elle coûte trop cher. On ne comprend pas pourquoi elle a dépensé autant d'argent et que la dette de Paris a explosé. Et ils pensent, notamment, l'ensemble de ces maires, qu'on peut lutter contre les violences et la délinquance avec des toilettes non genrées, en supprimant les sapins de Noël, en luttant contre la masculinité toxique, en luttant contre les barbecues. Or, c'est pas comme ça qu'on lutte contre la délinquance. C'est soit avec de la présence policière, comme on l'a montré le soir des émeutes et le soir du 14 juillet, avec, certes, beaucoup de violence, mais une violence en baisse grâce à la présence policière, soit avec une politique pénale qui permette de sortir les délinquants de la place parisienne. Et vous faites un lien entre une idéologie politique et la hausse de délinquance. Je vais vous citer un contre-exemple. La mairie de Marseille a longtemps été tenue par un homme qui n'était pas de gauche. Pour autant, la situation était loin d'être idéale. La situation était loin d'être idéale, mais en fait, comme la délinquance augmente partout, la question c'est, est-ce que ça augmente beaucoup plus vite dans certaines villes ou pas? C'est comme ça que vous pouvez analyser des chiffres. Le chiffre brut ne sert à rien, c'est de savoir, est-ce que ça explose beaucoup ou pas? Or, ce qu'on voit, c'est que dans les villes tenues davantage à droite, vous avez une police municipale qui est armée, donc qui est plus en capacité de pouvoir stopper la délinquance et la criminalité que lorsqu'elle n'est pas armée, c'est évident. Avec la question des caméras, la question des caméras dont on parlait tout à l'heure. Vous avez une question idéologique. L'autre point que je vois, c'est que de toute façon, dans ces grandes villes-là, on ne veut pas adopter un grand plan d'ensemble. Je vais citer 2 exemples parfaits qui permettent de méditer et de réfléchir au débat public. Lorsque vous prenez la ville de New York à l'époque de Giuliani, lorsque vous allez à New York, vous citez souvent que lorsque vous prenez le métro et les transports publics, vous n'avez pas le droit d'aller au nord de Columbia, à Harlem, dans le Queens, etc., de peur de vous faire agresser. On vous disait, prenez $20, au cas où si vous vous faites braquer, donnez $20 au type. Là maintenant, vous pouvez aller très bien dans Harlem, dans le Queens. Ce sont des endroits où vous pouvez vivre et vous pouvez habiter, où des gens se battent pour habiter. Je vais prendre l'autre ville de Singapour. À Singapour, vous êtes parfaitement en sécurité et des gens disent qu'on peut laisser une tablette au café, vous n'allez pas vous la faire voler. Pourquoi ?
Giuliani a mis en place ce qu'on appelle la politique de tolérance zéro, en disant le moindre acte, on sanctionne automatiquement, on reprend le contrôle des quartiers et on nettoie tout. Est-ce que vous avez eu en France la volonté de reprendre les quartiers après les émeutes de 2005 ou après les émeutes récemment, vu le discours d'Emmanuel Macron? Ce n'est pas le cas. Et l'autre point sur Singapour, c'est une politique de répression et surtout d'un point de vue pénal. C'est-à-dire au moindre acte, au moindre fait que vous jetez quelque chose de par terre, vous avez une contravention, vous avez une sanction. Aujourd'hui, les insultes sont tolérées, les violences sont tolérées et voire même, par certains cas, les policiers disent que certaines criminalités sont laissées aller dans la mesure où on a une surpopulation carcérale. Il faut penser davantage à la sécurité et conditions de vie du détenu qu'à la sécurité des victimes, ce qui pose question. Alors, oublie cet aspect-là de son mandat, l'aspect sécuritaire. C'est une question de vision. Comment vous faites pour... Quelle est votre priorité? En fait, la politique, c'est toujours une question de priorité. On aimerait bien tout faire. On aimerait bien que le monde soit en paix, apporter la paix entre l'Israël et Palestine, etc. Évidemment, on aimerait tout faire. La question, c'est, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez des moyens limités, vous avez des ressources limitées. C'est quelle priorité vous mettez? Lorsque vous dites que nous, notre priorité, notamment à gauche, la priorité d'Anne Hidalgo, de Jean-Luc Mélenchon et des Verts, c'est de désarmer la police, c'est de dire que la police tue, que notamment qu'il y a des violences systémiques et que la police est raciste, et donc il ne faut pas stigmatiser une certaine partie de la population. Implicitement, ils font un lien, mais qu'ils ne le disent pas, entre délinquance, criminalité et immigration. En fait, ils le disent indirectement, malgré eux. Donc au final, ils sont peut-être plus racistes que les personnes qui prétendent condamner de racisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une question électorale. C'est-à-dire que leur électorat, de toute façon, ne sont pas concernés par les questions de sécurité dans la mesure où ils vivent, je vais expliquer pourquoi, ils vivent dans des quartiers ce qu'on appelle protégés. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivent dans certaines parties. Ils ne vivent pas, par exemple, dans la France périphérique. Ils ne vivent pas dans les zones où il y a des risques. Ils prennent le vélo, etc. Vous ne risquez pas de vous faire agresser en vélo. Vous ne risquez pas de vous faire agresser en trottinette électrique. Vous ne risquez pas de vous faire agresser dans certains quartiers de la capitale. C'est si par cas vous habitez dans certains quartiers de la capitale, vous habitez dans certaines banlieues, vous habitez ce qu'on appelle la France périphérique, vous êtes à proximité en fait des points de deal, etc., que vous avez une coïncidence avec le vote, notamment de droite, voire même d'extrême droite ou de droite radicale. Et donc, du coup, il y a une cohérence, d'une part, entre le vote qu'ils ont et leur souci électoral. Eux, leur électorat, il est concerné par les vélos, le bien-être dans le monde, mettre un gilet orange pour bloquer des autoroutes, les sapins de Noël, les toilettes non genrées. Un petit peu réducteur. Mais quand vous regardez leur électorat, moi je vous dis, vous regardez l'électorat, il y a un sondage qui est sorti sur Fabien Roussel est en tête des électeurs de gauche. On va en parler. Quel est justement les intérêts des électeurs de Jean-Luc Mélenchon? La justice sociale, la question climatique et la sécurité arrivent très loin derrière. Donc pour tous ces partis-là, si par cas il y a une concurrence à gauche pour les questions de politique, ils vont davantage se concentrer sur les questions économiques, sur la guerre à Macron, sur la guerre contre le Rassemblement national que sur les questions de sécurité qui est au fond des priorités de leur électorat. Vous allez vous baigner dans la Seine? Moi, je ne suis pas très optimiste sur le fait de se baigner dans la Seine d'ici 2024. Par contre, moi, je trouve que, contrairement à ce qui est dit, c'est que c'est un bon projet. C'est un beau projet de rendre la Seine baignable et que tous ces types de projets qui permettent de rendre la ville meilleure avec les Jeux Olympiques, moi je pense que ça va dans le bon sens parce que l'objectif des Jeux Olympiques, c'est de faire en sorte que la ville de Paris soit encore plus belle que lorsque nous avons candidaté sur le projet. Quand vous prenez la ville de Pékin en 2008, avant qu'ils candidatent sur le projet, et après avoir fait les JO de Pékin en 2008, la ville est devenue magnifique en termes de transport, d'infrastructures publiques, en termes de logement, de qualité d'habitat et de bien-être et de circulation et des routes, c'est devenu fantastique. Idem pour Londres en 2012. La ville de Londres a été aménagée avec le Grand Londres pour faire en sorte que la ville soit beaucoup plus cohérente. Nous, sur tout l'ensemble des projets qu'on avait imaginés pour la ville de Paris, que ce soit le Grand Paris Express, le fait de faire un Grand Paris, notamment en raccordant la banlieue et la Grande Couronne à la ville de Paris, tout ça n'a pas été effectué. En termes d'infrastructure, on est en retard. Et c'est ça la question qu'on doit se poser, c'est comment ça se fait qu'à chaque fois, notre pays soit toujours à la bourre sur l'ensemble des grands projets. Pourquoi est-ce que pour construire une grande centrale nucléaire, on doit mettre beaucoup plus de temps que les Chinois? Pourquoi est-ce que pour construire un pont, on met beaucoup plus de temps que nos collègues européens? Pourquoi est-ce que sur l'ensemble des projets, pour construire une mairie, pour construire un aéroport, on est beaucoup plus long et beaucoup plus lent à faire ce type de projet? Ça doit poser notamment une question, alors qu'il y a une crise immobilière, sur comment on fait pour reconstruire plus vite, notamment après les émeutes, pour reconstruire nos écoles plus vite, pour construire beaucoup plus vite, pour faire en sorte de transformer une génération de sacrifiés en génération de bâtisseurs. Ceci dit, moi j'ai juste... Sur l'immigration. Il n'y a pas de majorité. Si par cas il présente son projet avec un 49.3, le gouvernement sera renversé. Vous en êtes sûr? La motion de censure, elle sera votée? Oui, elle sera votée, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, sinon ils perdent toute crédibilité. Ça va être les Républicains, n'ont pas le choix dessus. De toute façon, s'il y a 49.3, la NUPES présentera une motion de censure. Le Rassemblement national, quoi qu'il arrive, de toute façon, présentera une motion de censure. La question qui est posée, c'est est-ce que les Républicains poseront une motion de censure ou pas? Or,
dans les différentes déclarations, que ce soit Gérard Larcher, Retailleau, qui est président du groupe LR au Sénat, Olivier Marleix, qui est président du groupe LR à l'Assemblée, et Éric Ciotti, qui est président du parti, ont dit que si Emmanuel Macron gardait dans son projet la régularisation des travailleurs clandestins et refusait notamment les propositions qui ont été présentées par les Républicains au JDD il y a 2 mois, il présenterait, dans ce cas-là, une motion de censure. C'est que ça fait débat au sein des Républicains. Olivier Marleix disait notamment il y a quelques semaines, motion de censure, oui, s'il y a passage en force d'un texte laxiste. Texte laxiste, donc en l'occurrence, si Emmanuel Macron garde sa mesure, notamment sur les clandestins, ce sera posé. Le grand clivage est porté sur 2 questions. C'est est-ce qu'il prend des mesures des Républicains et est-ce qu'il conserve la mesure dite des régularisations des clandestins, qui serait considérée comme une ligne rouge, historiquement à droite, comme à l'époque de l'opposition entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, lorsque Lionel Jospin était Premier ministre de ce pays. Le point qui est posé, c'est celui-ci. Et est-ce que Emmanuel Macron osera avancer sur un 49.3 ? Il est fort probable qu'au vu du dernier 49.3 posé sur la réforme des retraites et donc du coup de la motion de censure qui a été échappée à 9 voix, si je ne me trompe pas, ou 10 voix, il est vraisemblable que si c'est les Républicains qui déposent une motion de censure, ce sera voté par l'IOT, ce sera voté par le Rassemblement national et par la NUPES, et on conduira à un renversement de gouvernement qui peut conduire à une dissolution. L'autre question qui est posée à Emmanuel Macron est double. Soit il retourne au peuple à travers une dissolution, soit à travers un référendum porté sur le projet de loi immigration, soit il ne présente pas du tout son projet et il le reporte comme c'est le cas depuis 1 an. Ce Rassemblement national, mis à part, qui sans doute progresserait en nombre de sièges, les autres, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, et ça ne vaut pas jusqu'au moment où la dissolution est prononcée, donc sur une élection législative anticipée, il y a plusieurs points qui remarquent. C'est que le Rassemblement national est le principal gagnant. Il doublerait quasiment le nombre de sièges qu'ils ont. L'autre gagnant, c'est la NUPES. Étonnamment, contrairement à ce qu'on dit sur Jean-Luc Mélenchon, la NUPES progresserait en termes de suffrages et de députés, parce que en fait, dans le cadre de duels de second tour entre Renaissance et eux, ils gagneraient les duels, donc ils augmenteraient le nombre de voix. NUPES renouvelée peut-être. Une NUPES renouvelée en plus. On va parler après de la NUPES justement qui Ensuite, a... après, les Républicains, contrairement à ce qui est dit, augmenteraient leur nombre de députés grâce à leur ancrage local et le fait qu'en fait l'autre parti qui était dissident contre eux, qui leur faisait perdre des voix, des qualifications au second tour, Reconquête, est très affaibli. Et ceux qui perdraient, ceux qui n'ont aucun intérêt à une dissolution, le seul, c'est Renaissance. Il n'y a que Renaissance qui n'a aucun intérêt parce qu'ils sont certains, d'une part, de faire beaucoup moins de députés parce que leur score au premier tour est moins élevé qu'en 2022, et en plus dans tous les duels de second tour contre NUPES, contre les Républicains et contre le Rassemblement national, il partira en position qui est beaucoup plus défavorable que la fois dernière. Donc Emmanuel Macron n'a pas intérêt. Ce qu'on ne comprend pas à l'heure actuelle, c'est quel est son jeu. Je pense que vraisemblablement, il se dit que les Républicains ont peur d'aller à l'élection, donc il veut mettre la pression sur les Républicains. Ils n'ont pas trop intérêt non plus à... Il veut mettre la pression en disant, au final, on apparaît comme un compromis, ou sinon, plutôt que de mettre une motion de censure, vous faites une abstention, vous reculez, vous fermez les yeux, comme si rien ne s'était passé. Il y a 51% d'opinion positive pour Fabien Roussel. Il devance 52%, pardon, j'avais oublié 1% en route. Il devance, vous le voyez, François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. Un peu plus étonnant peut-être de voir l'ancien président de la République dans ce classement. En tout cas, Fabien Roussel est donc l'une des personnalités les plus populaires à gauche en ce moment. Comment on explique cette popularité de Fabien Roussel ? C'est grave, hein. C'est grave qu'ils n'ont que 50% d'opinion positive auprès des électeurs de gauche. C'est-à-dire que ces 4 personnalités ne sont plébiscitées que par un électeur de gauche sur 2, alors qu'ils sont censés être de gauche. Vu comme ça, c'est inquiétant. Normalement, quand vous êtes, je sais pas, Macron auprès des électeurs de Renaissance, vous êtes à 90%, ou Ciotti auprès des électeurs de droite, il est à 90%. Ah oui, mais ils sont qu'à 50%. Marine Le Pen auprès des électeurs du RN ou Bardella auprès des électeurs du RN sont à 90%. Donc là, il n'y en a pas un seul qui est capable d'avoir plus de 75-80%. Là, ce qui est peut-être plus intéressant, alors vous avez raison, c'est très intéressant ce que vous soulignez, on peut voir aussi peut-être les dynamiques. Oui. Fabien Roussel, plus 6 par rapport à une précédente enquête d'opinion, Mélenchon à l'inverse. Et là, la question que vous posez ensuite, après, donc déjà, ils sont tous mauvais, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que parmi les mauvais, ceux qui se détachent, c'est Roussel. Et pourquoi est-ce que Roussel se détache ? Parce qu'il fait de l'anti-Mélenchon. C'est-à-dire que là où Mélenchon part en radicalité, Fabien Roussel apparaît comme modéré, ce qui est surprenant quand vous êtes secrétaire général du Parti communiste français, qui a une certaine histoire quand même. L'autre point aussi, c'est que Fabien Roussel reste dans l'ancrage traditionnel de la gauche. C'est-à-dire que sur les questions de laïcité, il est laïcard. Sur les questions de travail, sur les questions de pouvoir d'achat, il est sur le cœur historique de la gauche, là où Mélenchon abandonne la valeur travail, abandonne la laïcité, abandonne l'Europe pour trahir les convictions traditionnelles de la gauche. Fabien Roussel les épouse et c'est normal qu'il progresse, alors que les autres régressent. Jean-Luc Mélenchon, dans la perspective de 2027, pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon semble être le candidat naturel, il est challengé notamment par Fabien Roussel. En 30 secondes, est-ce que vous avez un commentaire ? Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est inquiet de la popularité de Fabien Roussel ? Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon n'est pas inquiet de Roussel, il est inquiet de Ruffin, parce que Ruffin
à quelque chose de plus. Ruffin, en fait, il renoue avec la tradition historique de la gauche, celle de renouer avec le travail, le pouvoir d'achat et la France d'en bas. Là où Mélenchon et les autres se concentrent davantage sur les électeurs des quartiers, c'est un peu la stratégie, on vise le nouveau prolétariat, les nouvelles minorités, les immigrés, etc., pour se faire la nouvelle coalition électorale. Je pense que cette coalition basée sur l'islamisme, la lutte contre la police, l'indignation et la radicalité de Mélenchon ne fonctionne pas et ne permet pas à la NUPES d'aller au-delà de son socle. Et c'est impossible de faire 51% comme ça. Ils sont dans une impasse. Si par cas Ruffin est candidat à la place de Mélenchon, je n'exclus pas qu'en partie, beaucoup de gens qui voteraient Rassemblement National passent de son côté, dans la mesure où il apparaît beaucoup plus connecté avec la France d'en bas, la France périphérique, que Jean-Luc Mélenchon qui apparaît déconnecté, ayant passé des années comme élu et bien éloigné des préoccupations des gens d'en bas.